Pour les vrais voleurs, les voitures, c'est du petit gibier. Eux visent plus grand, les poids lourds, jusqu'à 1000 litres dans le réservoir. Retour dans l'Oise, où un chauffeur bulgare s'est fait interpeller la veille, en train de vider son propre camion. Il a passé la nuit en garde à vue à la gendarmerie de Senlis. Le réveil est difficile. Ça va? Coup-ci, coup-ça? Bah ouais. You know why? J'ai pas volé, moi. Ah ouais. Ok. Il nie les faits. Allez, vous venez, monsieur, s'il vous plaît. Alors sur le parking, ce matin-là, c'est perquisition, à la recherche de preuves. Où est-ce qu'ils sont les bidons? Dedans. Allez. Le matériel utilisé pour transférer le gasoil d'un camion à l'autre est à peine dissimulé. Servez. Ah ouais, là c'est de l'essence. En tout, de quoi transférer plus de 100 litres de carburant. C'est de l'essence aussi. Gasoil, chef. Ouais, gasoil. Ouais, je confirme. Cerise sur le gâteau, Elle est ouverte. le meilleur ami du siphonneur. Pompe manuelle. Hein? Si. Elle est là. Voilà. Ok, c'est ouvert. C'est parlant. Bon, alors du coup, qu'est-ce que ça donne la perquisition? Donc là pour l'instant, j'ai récupéré dans le premier véhicule 2 bidons de 25 litres. Ouais. Sans fortement l'essence. Ouais. C'est fermé? Le troisième de 20 litres. Ouais, ok. Et une bouteille, la grosse bouteille d'eau de 11 litres qui sent fortement l'essence. Ok. Ah, là, on a le parfait petit atelier du voleur de carburant, quoi. Le routier bulgare est coincé. De retour à la brigade, il explique ne pas s'en sortir avec ses 250 € de salaire. Il voulait juste arrondir les fins de mois. Oui, voilà. Est-ce qu'il reconnaît la fraction ou pas? Oui, non. C'est ça. Moi, je vole, mais je ne suis pas d'accord. Vole en réunion parce que je lui donne le gasoil comme ça, donné. Donc, vous voulez me dire qu'il a avoué le vol, Mais pas en réunion. hein, le siphonnage, Et je lui donne mais le pas en gasoil réunion, comme c'est ça? Oui. Bon, ok. Prévenu par les gendarmes, le patron du chauffeur explique vouloir régler ce problème directement avec son employé. Il ne portera pas plainte. Le routier a été présenté à un juge. Il a écopé d'un rappel à la loi. Voler sa propre entreprise. Même les employés modèles peuvent être tentés, jusqu'à ne plus savoir s'arrêter. C'est l'histoire d'un mécano irréprochable. Souriant, dévoué, 33 ans de bons et loyaux services dans la même boîte de transport. Il vient d'être condamné à 1 mois de prison avec sursis pour le vol de 6000 litres de gasoil. Comment ça va depuis le 6 novembre? Difficile toujours? Plus ou moins bien, difficile, oui. Ouais. Bon, vous le vivez et je sais bien que ça va être compliqué de vivre avec ça. Très compliqué. Après, partez du principe que la justice est passée. J'ai fait une bêtise, c'est tout, je le reconnais, c'est tout. J'ai volé mon patron, Et c'était la dernière fois. C'était la dernière fois. Je lui avais dit, Tony, c'est terminé, c'est fini, on n'a pas plus. Après, ça, c'est quelque chose qu'on nous dit toujours. On n'a pas été fait de suite. C'est sans doute vrai dans votre cas. C'est sans doute vrai dans votre cas. J'affirme. Il a passé sa vie à retaper les moteurs de ses camions. Avec sous les yeux, un trésor. Une citerne de 36 000 litres de gasoil pour alimenter les poids lourds. 3 ans avant son départ en retraite, le mécanicien commence discrètement à profiter d'une défaillance sur cette pompe. Depuis 4 ans et demi que cette pompe y est, elle n'a jamais bien fonctionné. Un chauffeur vient faire son plein, il fait son plein, mais quand il veut raccrocher le pistolet, zéro, ça n'a rien marqué. Et moi, justement, j'en profitais, j'allais faire le plein aussi pendant ce temps-là. Ça n'a rien marqué sur le... Chaque mois, le sexagénaire vole une centaine de litres, qu'il donne, dit-il, à un ami,
un certain Tony, en échange de petits services au travail. Donc ce qui s'est passé, c'est il y a eu pas mal qui ont été licenciés, et moi je me suis retrouvé tout seul. Bon, et les grosses tâches, comme des étriers de frein, c'est très très lourd. Bon, j'ai appelé Tony. Il va me donner la main. Tony, comme il travaillait pour être au chômage à cette époque-là, il venait me donner la main. Est-ce que vous aviez le sentiment de commettre un vol? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Mais comme j'ai dit au juge, comme j'ai dit à un juge, c'était pas un vol pour moi. C'était pour une personne qui n'était pas rémunérée. C'était de la pitié. C'est de la pitié. C'est de la pitié. C'est de la pitié. Le mécanicien a été licencié pour faute grave et condamné à verser 3 800 € à son ancien patron. Sur les routes du Finistère, le camion de Charlie termine sa tournée. Ce jeune entrepreneur de 30 ans livre des produits frais. Comme vous pouvez voir dans les champs, là, c'est la saison du chou-fleur. Depuis 1 an et demi, il est à son compte. Entre Paris et la Bretagne, ces camions parcourent des milliers de kilomètres et avalent des milliers de litres de diesel. Chaque plein lui coûte l'équivalent d'un SMIC. Les réservoirs font 1000 litres. Vous faites le calcul, quoi. 1000 litres à 1 euro. Sans remise, on va en arriver à 1,50 € maintenant, donc 1500 €. C'est la principale charge, le carburant. Et c'est aussi une sacrée source de stress, car ces réservoirs pleins sont devenus des coffres-forts pour les voleurs. Les camions de Charlie ont été siphonnés 5 fois depuis cet été sur son propre parking. Voilà, donc ça sentait, il y avait du gasoil partout par terre, ça sentait jusqu'au bureau. On a su tout de suite en arrivant, de toute façon, le samedi, qu'il y avait eu encore un vol, parce qu'il y en avait partout, tous les bouchons étaient tombés au sol, le grillage coupé à l'arrière. Et voilà, c'est... 2000 litres siphonnés en une nuit, rien que sur le dernier vol. Donc voilà, on a essayé de le redresser un petit peu. On voit qu'ici, il passe par-dessus. Après, là, il le découpait. À mon avis, ici, ça, c'est pour passer des bidons ou des tuyaux. C'est comme ça tout du long. Les voleurs n'ont pas été retrouvés. Depuis, c'est l'angoisse dans la PME familiale. Il y a les 7 chauffeurs Voilà. et l'autre patron, Jean-Claude, le père de Charlie. Tous ont peur que ça recommence. On n'est jamais vraiment tranquille. Il y a des réflexes à adopter, justement comment on fait pour éviter ce genre de Bah oui, on essaye de rester groupés quand c'est possible. Moi, je reste bien planqué dans mon camion. Moi. Oui, bah, je crois non, moi, je ne vais pas me faire matraquer pour du gasoil, quoi. Donc voilà, ça, c'est tous les plaintes qu'on a déposées. Là, il y en a une du 29 septembre, là, il y en a une du 20 septembre, là, il y en a une autre du 7 septembre. 5 000 € de préjudice, 2 mois de salaire brut d'un chauffeur. De quoi décourager le grand patron. Est-ce qu'il faut aller travailler ou est-ce que c'est plus simple de vivre de ça? Moi, je me pose des questions, hein, que des fois, les embêtements que j'ai tous les jours, je me dis, pourquoi je m'embête alors qu'il suffirait que je fasse comme beaucoup de monde. Mais dans la famille, on n'est pas du genre à se laisser abattre. La PME n'a pas de quoi se payer des vigiles, alors ce sont eux qui font le job. Vendredi soir, 21 h. Après avoir dîné avec sa compagne et son fils, Charlie retourne au boulot. Mon amie est complètement d'accord avec moi là-dessus. Elle sait de toute façon que elle supporte pas ça plus que moi, donc elle sait très bien que je serais pas mieux à rester chez moi tranquillement en me demandant si je suis pas en train de me faire voler. Et voilà où il va passer sa nuit. Sur le parking. À chaque fois,
Les voleurs sont venus un week-end, quand tous les camions sont sur le site. S'ils reviennent, Charlie ne veut pas les rater, même si son plan d'attaque reste un peu flou. Qu'est-ce qui se passe si vous entendez quelque chose? Bon, au début, je commence par appeler tous immédiatement Jean-Claude pour qu'il puisse arriver, et puis après on verra bien, on improvisera, essayer de les faire fuir, ou alors attendre un petit peu, je sais pas, je verrai bien. Vous resteriez dans le camion ou vous sortiriez Je sais pas, ça dépendrait du contexte, je pense, quoi. Si je vois qu'évidemment il y a 15 personnes, bon bah là je vais quand même rester dedans, je suis téméraire, mais pas, je veux pas aller au casse-pipe non plus. Mais bon, si je vois que c'est 2 abrutis, quand je sors et j'y vais, c'est eux qui seront surpris de me voir. Cette nuit, le Breton ne dormira que d'un œil. « 6 heures, le lendemain matin. Alors, comment s'est passée la nuit? Oh, très bien, bien dormi, bien reposé, puis rien entendu de particulier. Premier réflexe de la journée, aller quand même inspecter ces camions. Rien à signaler. Tant mieux, car l'assurance ne rembourse le vol de carburant que si le réservoir est fracturé. Jean-Claude vient de rejoindre son fils. Bon. Il a l'air presque déçu. Non, je dis voilà, encore rien, quoi. Enfin, encore rien. Tant mieux, mais dommage, quoi. Dommage, vous dites? Oui, oui. On les cherche, on les cherche. On les aura de toute façon, on les aura un jour ou l'autre. On vient d'entendre cette colère qui s'exprime à travers tout ce qu'on voit dans ce reportage. Cette colère, vous l'entendez, vous aussi? Oui, cette colère, je l'entends, je la comprends très bien en fait. On voit les Français qui souffrent et les Français souffrent parce qu'ils n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. On a eu une baisse du pouvoir d'achat pour les Français aux revenus les plus modestes et c'est ça qu'exprime aujourd'hui cette colère. Et précisément, on vient d'entendre ce chef d'entreprise qui dit mais presque ça vaut même pas le coup forcément de travailler parce que travailler pour 1 500 € par mois, avec des risques de vol de camions et de réservoirs qui valent eux aussi 1 500 €. On voit que les Français sont désespérés. Ils travaillent dur, ils travaillent tous les mois et à l'arrivée, ils n'ont plus assez d'argent pour s'en sortir. Quand on gagne 1 500 € par mois, quand on connaît aujourd'hui le prix des loyers, quand on connaît le coût de la vie, quand on connaît le prix de l'essence, c'est très dur pour des Français qui ont des enfants, qui ont des charges, de s'en sortir. Qui se plaint aujourd'hui? On voit dans le reportage que ce ne sont pas seulement des catégories modestes, il y a aussi de jeunes entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Comment on pourrait analyser le mouvement des Gilets jaunes à travers les différentes couches de la population? Ce n'est pas seulement les plus modestes, c'est aussi un peu la classe moyenne? Oui, mais ça dépend de ce qu'on appelle les plus modestes. En gros, en France aujourd'hui, tous les Français qui sont en dessous du revenu médian, donc on a plus de la moitié des Français. Donc en dehors des cadres, en fait, tout le monde aurait des raisons de se plaindre, c'est un peu ça ce que vous dites? J'appellerais pas ça se plaindre. Quand on dit se plaindre, on a l'impression que c'est quelque chose qui est négatif. Je parle dans le cadre du pouvoir d'achat. En termes de pouvoir d'achat, oui, ils ont raison. Dans ce cas-là, ils ont des raisons de se plaindre puisque leur pouvoir d'achat a diminué. Normalement, dans une société qui fonctionne plutôt bien, le pouvoir d'achat va augmenter chaque année un petit peu. On a l'impression que chaque année, on s'en sort un peu plus que l'année précédente. Là, qu'est-ce qui s'est passé en France? En France, on sort à peine de la crise économique de 2007-2008. On en est sorti en 2016-2017 et les Français se sont dit, voilà, ça va aller un peu mieux. Il y avait cette crise qui n'était pas une crise française, qui a été importée en France depuis les États-Unis. On a dû se serrer la ceinture et là, ça va redémarrer. L'emploi va redémarrer, la croissance va redémarrer. Et à peine ça redémarre, qu'est-ce qu'ils voient? Une baisse de leur pouvoir d'achat. Donc on comprend que d'une part, ils s'en sortent pas et que d'autre part, surtout, ils sont en colère. Alors, ce que vous dites, vous, Julia Cagé, c'est qu'il y a eu une baisse du pouvoir d'achat pour les catégories les plus modestes, mais est-ce que ça s'appuie sur de vraies études? Parce qu'on a entendu exactement le contraire ces dernières années. Non, ça s'appuie sur de vraies études. Notamment, il y a une étude qui a été publiée le mois dernier par l'Institut des politiques publiques qui est rattaché à l'École d'économie de Paris, qui a regardé l'évolution du pouvoir d'achat de l'ensemble des Français. Qu'est-ce qu'ils ont montré? C'est que d'une part, le pouvoir d'achat des plus modestes avait diminué, que d'autre part, le pouvoir d'achat des Français, parmi les 1% des Français aux revenus les plus élevés, avait augmenté de 6%, et que le
pouvoir d'achat des Français, parmi les 0,1% des Français aux revenus les plus élevés, avait augmenté de 20%. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans cette étude, ils expliquent pourquoi. Et pourquoi le pouvoir d'achat des plus modestes a baissé. Parce que d'une part, on a baissé les APL, parce que d'autre part, un certain nombre de prestations sociales ont été gelées, ce qui veut dire qu'en termes de pouvoir d'achat réel, elles ont baissé, parce que troisièmement, on a augmenté la fiscalité sur le tabac, ce qui est une fiscalité qui porte très fortement sur les Français aux revenus les plus modestes. Et là, on s'apprêtait à aller encore plus loin en augmentant la fiscalité énergie. Donc ça explique la baisse du pouvoir d'achat des plus modestes. Ça fait écho aussi à ce mouvement des Gilets jaunes avec cette fracture entre ça permet d'expliquer une France urbaine et une France périurbaine, périphérique. Non, moi je ne ferai pas la fracture entre la France urbaine et la France périphérique, je ferai la fracture entre les 1% des Français les plus riches, les très favorisés, et l'ensemble des autres Français. Pour moi, la fracture, c'est vraiment une fracture en termes d'inégalité économique. Et il y a, même en région parisienne, même à l'intérieur de Paris, des gens qui ne s'en sortent pas. Merci Julia Cagé d'être venue nous voir dans ces fauteuils rouges. Nous, on va voir à quel point désormais le carburant est aussi la proie des voleurs et de trafic de moyenne et même de grande ampleur. Le trafic de carburant, une nouvelle niche devenue très rentable, au point que le crime organisé commence à s'y intéresser. À Crèvecoeur-le-Grand, dans l'Oise, l'adjudant de Villers est fier de nous montrer sa dernière prise. Sa plus belle affaire de l'année. Il y a combien dans cette cuve là? Là, il y a 1000 litres. On a 1000 litres de gasoil. Bon, c'est déjà un beau vol. Là, 1000 litres au prix actuel du gasoil, on a pour 1500 €. Après, au marché noir, ça doit peut-être se revendre à 1 € le litre par rapport à 1,50 € en station-service. Le fourgon est placé sous scellé. Son conducteur, lui, dort sous les verrous. D'après les enquêteurs, il appartenait à un vaste réseau de plus de 20 personnes qui vidaient les stations-service. Une voiture banale, le fameux fourgon blanc et une technique quasi indétectable. Même l'adjudant de Villers n'a pas tout de suite compris ce qui se tramait sous ses yeux ce 21 octobre. Notre attention a été attirée par un fourgon avec la porte latérale ouverte au niveau de la pompe à essence. Donc nous, on est arrivé par l'arrière, tout feu éteint, on a contrôlé le véhicule. L'individu nous signalait qu'il faisait le plein de son véhicule pour la société, pour sa société, pour gagner du temps, et qu'il avait payé en carte bleue. L'adjudant est sceptique, mais rien ne lui permet de mettre en évidence le vol, jusqu'à ce que la cuve soit remplie. Donc l'individu descend du fourgon, on raccroche la pompe, et on s'aperçoit au niveau de l'écran que l'écran est barré, avec une croix marquée « pompe indisponible ». À ce moment-là, je décroche la pompe et je m'aperçois que le carburant, la pompe fonctionne, qu'on peut avoir du carburant sur n'importe quel pistolet de pompe. Il est 3 h du matin. Les gendarmes interpellent le conducteur du fourgon. Mais ça n'est qu'en rembobinant la bande qu'ils comprennent la ruse des voleurs. D'abord, une voiture ouvreuse. Cet homme cagoulé et ganté a dans sa poche une télécommande de pompiste. Il ouvre le capot de maintenance là, avec une clé. Voilà. Il a besoin de la télécommande. Voilà. Il va taper le code. Voilà. Voilà. Et là, il bascule en automatique. En fait, ça met en croix le système de paiement. Donc forcément, c'est open bar, quoi. On peut vider la cuve si on veut, pas de problème. Voilà à quoi ressemble la télécommande des trafiquants, disponible sur des sites étrangers à moins de 200 €. Elle leur a permis de pirater la pompe en 30 secondes à peine. Puis le chef s'échappe. Son complice prend le relais. L'opération va durer presque 1 heure. Il va d'abord remplir des bidons de 25 litres, de mémoire 3 bidons, et puis après il va remplir la cuve. C'est un procédé très simple qui peut rapporter gros en un minimum de temps.
Les pirates de station-service n'en étaient pas à leur coup d'essai. Il y a quelques mois, ce même fourgon avait déjà été utilisé pour dérober cette fois 3000 litres. Alors là, on est sur des vols qui sont plus liés à la revente au marché noir. Là, on est carrément on n'est pas sur pour de l'autoconsommation ou la revente aux amis proches. Là, on est carrément sur un système de commerce illicite. Les gendarmes cherchent toujours à identifier le propriétaire de la télécommande. Le conducteur du fourgon, une petite main dans le réseau, a lui été condamné à 7 mois de prison. À l'audience, il n'a pas voulu donner le nom de ses donneurs d'ordre. Mais le trafic de carburant peut prendre d'autres dimensions. Aux portes de l'Europe, c'est un marché noir qui se déroule en haute mer, dans la Méditerranée. Une histoire de contrebande de pétrole, de revendeurs libyens, de clans siciliens réunis grâce à un étrange intermédiaire. Un ancien joueur de football de l'équipe nationale de Malte. Et c'est un superbe but contre son camp, signé De Bono. Peu connu pour ses talents de défenseur, à l'international, Darren De Bono a surtout gagné sa notoriété grâce à son sens des affaires et son arrestation par la police italienne en octobre 2017. Il est accusé d'avoir monté un gigantesque trafic de carburant. Le Maltais aurait écoulé en Europe près de 80 millions de litres de gasoil en un an. Entre l'Afrique du Nord et l'Italie, Malte est un carrefour maritime. Son port franc accueille des navires et des tankers du monde entier. Ici, le commerce du pétrole représente des milliards d'euros. Grâce à son système fiscal très attractif, Malte attire des entrepreneurs du monde entier. Mais c'est aussi une carte postale touristique. Une île aux apparences tranquilles, avec son petit port de pêche sans histoire. Salut les gars. Salut Paul. Alors, il y a du travail? Ça c'est John et son frère Lely, des pêcheurs professionnels. Paul Piscopo est à la tête d'une coopérative qui regroupe 200 marins. Une pêche à l'ancienne et qui se pratique en famille. Là ce sont 2 frères. Leurs femmes vendent le poisson et leur maman est encore là, à 82 ans. Elle les aide encore. Parfois en mer, pendant de longues semaines, les pêcheurs maltais ont une vieille tradition. Pour réduire leur facture de carburant, ils ont longtemps fait leur plein loin des côtes. C'était avec de grands navires, comme ceux que j'avais. On avait l'habitude d'aller en Libye. En dehors de nos eaux territoriales, on achetait du carburant pour notre propre consommation. Quand le fuel était ici à 80 centimes à Malte, nous on le payait en Libye 29 centimes. Patron pêcheur, Paul Piscopo possédait 3 navires comme celui-ci, dont les moteurs tournaient exclusivement au gasoil libyen. Grâce à cette combine, chaque plein lui coûtait 3 fois moins cher, 10 000 euros, au lieu des 30 000 pour ce type de chalutier. Là, c'est le pont. Et en dessous, vous voyez, tout le fond du bateau, ce sont des réservoirs. Un bateau comme celui-ci peut contenir de 35 à 40 000 litres. Et comment est-ce qu'on achète du fuel en Libye? Ça marche comment? Après la mort de Kadhafi, nous avons pris l'habitude d'aller au large de la Libye, vers Zouara. On avait un contact ici, ils appelaient, tu sortais en mer et tu allais faire ton plein. Les douanes te demandaient un reçu avec la signature du capitaine et c'est tout. Et est-ce qu'il est arrivé que des bateaux de pêche aient été utilisés pour convoyer du fuel à la place du poisson? Que je sache, il n'y a jamais eu de preuves. Des accusations, des allégations, ça oui, il y en a eu. Jamais condamné, Paul Piscopo a pourtant été arrêté par la police maltaise en 2013.
L'un de ces bateaux a été saisi les cuves pleines de fioul non déclaré et sans aucun matériel de pêche à bord. Après le football, De Bono s'est reconverti en patron de pêche. Et lui aussi a exploité le filon libyen, mais à grande échelle. Il convoyait du gasoil volé en Libye par une milice locale. Ce carburant de contrebande était chargé directement sur des pétroliers affrétés par De Bono. Un marché noir sans précédent et dénoncé par des experts de l'ONU. Dans leur rapport, ils ciblent les allers-retours suspects des navires de De Bono entre la Libye et Malte. Il reste à la dérive à au moins 12 000 nautiques de la côte, en dehors des eaux territoriales de Malte. Pour mieux comprendre, il faut observer une carte qui transmet en temps réel la position des navires. Et un secteur maritime bien précis qui s'appelle Hudsbank, au large de Malte. C'est ici que le trafic avait lieu. Une zone surprenante où se retrouvent de nombreux paquebots. Chaque point rouge représente un pétrolier. Et parfois, comme cette nuit-là, on peut voir 2 bâtiments bord à bord. Allez, venez, montez. Un Maltais a accepté de nous emmener à Hudsbank. Isaac est un marin chevronné qui d'habitude escorte des yachts en Méditerranée. Est-ce que tout le monde connaît Hudsbank? Non, si tu es un marin ou un homme de la mer, oui. Tu connais Hudsbank. Sinon, personne ne connaît cet endroit. Personne n'a aucune idée de ce que c'est. Tu vois juste les bateaux. Mais c'est un énorme marché noir de tous les trafics. Des grands bateaux qui vendent du carburant, du pétrole, des armes aussi. De tout. Hudsbank est à 22 km des côtes maltaises. Après 1 heure de navigation, nous apercevons un premier pétrolier. Là, on arrive à Hudsbank, mais on est encore dans les eaux territoriales de Malte. En allant plus à l'est, on va pénétrer dans les eaux internationales, là où il y a tous les bateaux. Pourquoi ils sont tous là-bas? Parce que c'est une zone de liberté totale. Personne ne peut les ennuyer, ce sont les eaux internationales. Pas d'autorité, pas de douane, rien du tout. Chacun peut faire ce qu'il veut. Sur plusieurs kilomètres carrés, des dizaines de navires. Dans cette zone peu profonde, ils peuvent jeter l'ancre et rester quelques jours ou plusieurs mois. Une grande majorité de pétroliers. Des tankers immenses qui peuvent contenir jusqu'à 200 000 tonnes de fioul. Tu as vu ce bateau qui vient de nous klaxonner? Ça veut dire dégage, c'est un avertissement. Il n'aime pas être filmé. Pensez-vous qu'on dérange? Oui, sans aucun doute. Tous les gens qui se sont intéressés à ça ont eu des problèmes. Comment ça? Ah, tu sais, il y a des gens qui ont essayé d'en parler et ils se sont fait exploser. Ce jour-là, aucun signe d'échange de marchandises entre bateaux. Pour surprendre un trafic, il faut être patient. Les autorités italiennes ont surveillé la zone pendant des mois. Et voici ce que les militaires ont pu filmer. Les bateaux de Darren De Bono, le Seamaster et le Basbosa. 2 pétroliers qui s'accostent en pleine nuit. L'un vient de Libye, l'autre attend d'être approvisionné. Les équipages amarrent les navires et se passent un tuyau, une pompe qui va permettre de transborder le gasoil de contrebande. Dans le port de Marsachloc, tout le monde a entendu parler de l'affaire De Bono, mais personne n'a envie de s'étendre sur le sujet. Écoute, si tu veux apprendre quelque chose sur le diesel de contrebande, ce n'est pas ici. Il vaut mieux ne pas en parler, parce que sinon on va avoir des problèmes. Est-ce que vous savez s'il y a du trafic de carburant par ici? Non. C'est le plus grand mensonge du monde. Vraiment? Avant, oui.
Mais il y a 80 ans. Maintenant, c'est terminé. C'est terminé. It's finished? Yes. Pourtant, des habitués de ce petit port se sont retrouvés au cœur de plusieurs règlements de compte spectaculaires. 7 assassinats entre 2014 et 2016. Des trafiquants de fioul, mais aussi 2 pêcheurs maltais. Et toujours, des voitures piégées. Un mode opératoire lié à la contrebande de carburant. C'est ce qu'écrivait la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia, un an avant de mourir, elle aussi, dans l'explosion de sa voiture. Aucun de ces meurtres n'a été élucidé. Darren De Bono, lui, n'a pas encore été jugé. Il vient d'être libéré par la justice italienne, qui l'a autorisé à revenir à Malte, où il continuerait ses affaires. On espérait le trouver dans ce restaurant tenu par sa famille, l'un des plus huppés de l'île, un ancien poste de police. Darren De Bono, ça fait longtemps que vous l'avez vu? Non, Darren, c'est fini, il n'est pas là. Ah non? Thank you. Bye bye. En Italie, pendant 1 an, le commandant Ruiz a dirigé l'enquête qui a mené à l'arrestation de l'ancien footballeur. Darren De Bono représentait le relais entre les Libyens et les acheteurs italiens. De Bono a même été filmé à son insu. Comme ce jour-là, dans un restaurant. Il est à droite de l'image. Face à lui, un proche d'un clan mafieux venu avec un acheteur italien. Les 3 hommes s'apprêtent à conclure une transaction. À 5 ou 6 000 $ par jour, c'est possible? Ah, si tu me parles comme ça, ok. Si c'est 5 000 $ par jour, on peut toujours s'arranger. En 1 an, les clients de De Bono lui ont acheté 27 millions d'euros de gasoil libyen. Nous, on charge le Basse-Bosa et le Seamaster. Vous venez et on fait le transbordement. Ensuite, on va recharger à nouveau et on se retrouve en mer, au large de Malte. Ensuite, vous allez décharger et on recommence. De Bono et ses complices maîtrisaient toute la filière pour tromper les autorités italiennes. De Bono, c'est non seulement celui qui organise le transport physique du gasoil, mais aussi la partie administrative. Il falsifiait des documents qui permettaient de donner une fausse origine au carburant. Ainsi, les acheteurs italiens pouvaient faire rentrer en Italie un produit qui avait des apparences légales. De faux certificats qui ont permis d'inventer une origine saoudienne au carburant, la meilleure des qualités, alors que le gasoil était du fioul destiné à un usage maritime. Une fois que le gasoil est officiellement rentré sur le territoire, il peut circuler librement dans toute l'Italie et dans toute l'Europe, et ainsi se retrouver dans nos voitures. L'arnaque pour le consommateur est double. Il paye à un prix élevé un carburant d'une qualité médiocre qui peut en plus causer des dommages sur sa voiture. En Italie, près de 10% du carburant vendu à la pompe vient du commerce clandestin en Libye. Du gasoil détourné ou parfois mélangé avec d'autres produits. Une technique bien connue des services de douane. Pour lutter contre ces trafics, une dizaine d'États dans le monde ont fait appel à une entreprise suisse spécialisée en traçabilité. On doit badger partout pour aller au laboratoire, pour des raisons de sécurité.
Nos clients sont des États, des banques centrales, et nos informations doivent rester confidentielles. Dans ces laboratoires, on fabrique de l'encre pour les billets de banque ou les passeports. Et depuis 3 ans, les chercheurs développent des molécules pour marquer le carburant, déterminer son origine et sa pureté. Donc voilà, ça c'est un marqueur qui peut être dilué dans le carburant. Pour nous, c'est très important que ce soit invisible. Seul un ordinateur peut le reconnaître. Pour nous, cette chimiste va reproduire une fraude. Diluer un diesel marqué avec un carburant de contrebande. Voilà ce que nous avons comme résultat. Notre exemple de diesel agricole a été dilué à 48%. Et si on trouve, comme ici, un niveau insuffisant de marqueurs dans le carburant, ça veut dire qu'à la station-service, il y a eu une fraude. Et que le propriétaire de cette station, de façon délibérée ou pas, a dilué dans ses cuves un carburant légal avec un autre de contrebande. Il existe très peu d'études sur le coût de la contrebande de carburant. Une prestigieuse université américaine vient d'estimer ce marché noir à près de 120 milliards d'euros. C'est l'un des trafics les plus lucratifs au monde. Le carburant qui devient la proie des mafias, Laurent Castagnède, est-ce que ça vous étonne? Est-ce que c'est la suite logique lorsque l'on voit que le prix de l'essence ici en Seine-et-Marne est à 1,60 le litre? Oui. Mais en fait, ça fait déjà un siècle qu'il y a des trafics sur l'essence. Vous savez, au début du XXe siècle, dans le premier tiers, il y avait un droit d'octroi, par exemple, sur l'essence qui était vendu plus cher dans Paris que juste à l'extérieur, avec des embouteillages aux portes. Et il y avait déjà des trafics. Ça va continuer, la tendance va continuer. L'essence en France, ça a toujours été très cher depuis plus de 100 ans. Les taxes ont toujours représenté une très grande part du prix. Même aujourd'hui, finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle n'est pas si taxée. Dans les années 70-80, c'était 2/3 du prix. Des années 50-60, c'était 80% du prix. C'était des taxes. Donc finalement, l'essence a toujours été très chère en France. Et on n'a jamais autant dépensé d'essence, c'est ça? Oui, ce qui est étonnant, c'est que par exemple, pour le trajet domicile-travail, on dispose aujourd'hui des véhicules les plus performants de l'histoire de l'automobile et des transports motorisés en général. Et pourtant, on n'a jamais passé autant de temps ni dépensé autant de carburant pour se rendre simplement à son travail. Donc ça, c'est quand même un très grand paradoxe de l'histoire. Ce que vous dites, c'est qu'il faut qu'on réduise notre dépendance à la voiture, mais ça, ce sont des mots. Au regard de ce que disent les Gilets jaunes aujourd'hui, c'est un discours qui a quand même du mal à passer. Oui, alors les Gilets jaunes sont pris dans l'actualité, on comprend qu'ils regardent la fin du mois, mais finalement, si on regarde un petit peu l'histoire, comment s'est installée en fait la distance entre le domicile et le travail, d'abord aux États-Unis, puis après en France, on pourrait juste citer par exemple l'historien américain dans les années 50, Lewis Mumford, qui constatait que les transports motorisés, en promettant aux gens, notamment la voiture individuelle, de faire gagner du temps, parce qu'ils devenaient de plus en plus rapides, en fait la réalité c'est qu'ils rallongeaient les distances. Et ça s'applique au domicile-travail, mais c'est aussi vrai pour le commerce et les services. Ouais, mais je ne suis pas sûr que vous réussissiez à convaincre les Gilets jaunes avec ce type d'argument. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? C'est quoi ce que vous appelez à quoi exactement? Réduire la présence de la voiture, ça se traduit comment? Dans le reportage, on entend un gilet jaune qui dit « Je manque de ressources à la fin du mois, il faut baisser le prix des carburants ». En fait, pour moi, non. Ce qu'il faudrait qu'il demande, c'est d'augmenter ses propres ressources et pas de demander de baisser le prix du carburant. Parce que si on baisse fortement le prix du carburant, il va se passer ce qui se passe aux États-Unis, où le carburant est très peu taxé depuis plus de 100 ans. Et là-bas, finalement, l'éparpillement des activités est encore plus grand que chez nous. L'habitat moyen de plus de la moitié des Américains, c'est une maison de banlieue dans des lotissements immenses dont on ne peut vivre qu'avec la voiture. Et ça s'applique avec des distances domicile-travail qui sont supérieures aux nôtres. Donc baisser le prix du carburant, c'est prendre le risque évident qu'on se revoit dans 10 ans avec des gilets jaunes qui seront encore plus précaires dans 10 ans avec une petite augmentation du prix des carburants parce qu'ils seront installés plus loin de leur travail. Donc il faut augmenter leur pouvoir d'achat. Exactement. Et il faut maintenir le prix de l'essence élevé. C'est ce que vous dites, parce qu'il faut qu'on réduise notre dépendance à la voiture. Qu'il faut même
encore plus augmenter les ressources pour pouvoir augmenter davantage la fiscalité sur l'essence. Mais vous avez d'autres propositions qui, pour le coup, sont iconoclastes et qui sont Oui. intéressantes à l'égard du lobby automobile. Oui. En fait, c'est le lobby automobile qui ne fait pas vraiment le job. Aujourd'hui, effectivement, on se focalise depuis un mois sur la taxe sur l'essence, comme Ouais. si simplement le prix de l'essence allait faire la transition écologique en elle-même. Alors que finalement, il y a plein d'autres idées. Par exemple, le monsieur qui met de l'huile de friture récupérée dans sa voiture, j'imagine que son fourgon doit être très bien aménagé et lui proposer pour quelques milliers d'euros de prendre une voiture neuve, fût-elle électrique, pourquoi on ne lui change pas son moteur simplement ? Vous voyez, votre chaudière dans votre maison, si votre chaudière est un petit peu ancienne et que vous devez la changer, est-ce qu'on vous demande de raser votre maison et d'en construire une neuve? La réponse est non. Donc ce que en vous dites, fait, c'est qu'il faut qu'on garde notre voiture beaucoup plus longtemps. mais si le châssis est en très bon état, ce qui est certainement le cas de beaucoup de châssis de gilets jaunes, c'est de pouvoir simplement y substituer le moteur et sa ligne d'échappement pour en faire des versions modernes, même quitte à passer un véhicule diesel en véhicule essence. Vous dites aussi qu'il y a une autre responsabilité de la Oui. part des constructeurs, notamment dans la vitesse, la construction de voitures qui sont trop grosses, trop énergivores. C'est ça Alors aussi les constructeurs vont vous dire oui, mais il y a un marché pour ça. Regardez les SUV, un tiers des voitures françaises Oui, mais d'un sont point des de vue SUV. écologique, Voilà. parlons D'un point de vue concrètement. écologique, on peut parler d'équité sociale. C'est bien le sujet du jour. Exactement. Effectivement, le gilet jaune, lui, qu'est-ce qu'il voit? Que les gens aisés, finalement, eux, 20 centimes de plus sur l'essence, ils s'en fichent un peu. Non seulement certains sont beaucoup plus près de leur travail qu'eux-mêmes, mais surtout, ils circulent avec des voitures qui font 200, 300 chevaux, qui sont du gaspillage évident parce que le code de la route est le même pour tout le monde. Donc là, il y a une inéquité sociale qui est flagrante et finalement, la participation des gens aisés à la transition écologique au niveau des transports devrait déjà passer par une mise en adéquation de la performance des véhicules simplement avec le code de la route. Merci Laurent Castagnette d'être venu nous voir. Je rappelle la sortie de votre livre sur la mobilité, Hervor ou la face obscure des transports. Et puis je signale celui de Julia Cagé, le prix de la démocratie. Voilà, c'est la fin de ce complément d'enquête. Merci à la rédaction en chef, à Thomas Auro, Clément Castex et Samuel Humez, Caroline Durand qui m'a aidé à préparer et concevoir ces entretiens, Philippe Lallemand, le réalisateur de l'émission. Merci à toute son équipe. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de complément d'enquête. D'ici là, passez une excellente fin de soirée. À bientôt. Merci.